Bonjour, vidéo 35E, sur les filtres. Voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons balayer tous les filtres intéressants, enfin tous les filtres que j'utilise. Et parce que je suis en train de m'apercevoir en disant ça que j'ai oublié une catégorie. Tous les filtres que j'utilise. Alors, la catégorie que j'ai oubliée, comme ça je ne l'oublierai pas, c'est ce qu'on appelle les filtres à effet. Voilà, les filtres à effet. Alors ça, c'était en grande vogue du temps de l'argentique, parce que du temps de l'argentique, il n'y avait pas de retouche photo possible, et il y avait Coquin, qui était une marque française, qui doit toujours exister, je pense, Coquin, qui est abondamment copié. Et Coquin avait... alors je ne sais pas si c'est eux qui l'ont inventé. Non, c'est pas eux qui l'ont inventé. Mais ils avaient créé un système de porte-filtre accessible d'un point de vue financier aux amateurs, et dont le principe était on fixait une bague sur l'avant de l'objectif et on pouvait glisser le porte-filtre de la marque, et dans ce porte-filtre on mettait des filtres carrés en plastique ou quelques rares filtres ronds comme le filtre polarisant notamment, et donc du coup quand vous aviez plusieurs objectifs de plusieurs diamètres à l'avant de l'objectif, tous vos filtres, et notamment le filtre polarisant qui est un filtre cher, pouvaient aller sur tous vos objectifs. Donc j'en ai eu, enfin j'en ai, ils sont rangés quelque part dans un placard. Alors pourquoi ils sont rangés quelque part dans un placard? Alors d'abord parce que les filtres à effet. Alors donc il y avait ce qu'on appelait des filtres à effet, c'est-à-dire qu'il y avait des filtres pour faire du flou, des filtres pour faire du sépia, des filtres pour faire des couchers de soleil ou des choses comme ça. Donc vous mettiez votre filtre et pof, à midi vous aviez la température de couleur d'un coucher de soleil. Aujourd'hui, en numérique, ce type de filtre-là est totalement j'allais dire dépassé, c'est pas réellement utile parce que finalement, en jouant sur deux tirettes de température de couleur, vous devriez réussir à obtenir une impression de coucher de soleil en plein jour sans problème. Pour faire des colorations sépia, c'est pareil. Pour faire, donc il y a beaucoup de filtres à effet colorés, de flou et de choses comme ça qui sont maintenant faisables dans Photoshop ou peut-être même dans Lightroom sans aucun souci. Donc ça a mis un frein sérieux à l'utilisation de ce genre de filtre. En plus, je m'étais acheté un joli filtre coucher de soleil, et donc je fais dans le club photo, projection de diapo du week-end dernier. Première photo, waouh, c'est beau, comment t'as fait, c'est magnifique, et trucs comme ça. Alors, je laisse mariner un peu, puis non, j'ai mis un filtre. Ah ouais, d'accord, ah bon, d'accord. Diapo suivante, clac, clac, ah bah c'est le filtre, ah bah c'est le filtre, ah bah c'est le filtre. Et pouf, ils ont passé toutes mes diapos. Voilà. Donc je me suis rendu compte que les effets étaient rapidement lassants, et puis à partir du moment où c'était truqué, parce que j'ai utilisé un filtre, la photo devenait inintéressante. Donc ça a mis un frein à mon syndrome compulsif d'achat, et j'ai laissé tomber pour tout ce qui était filtre à effet. Ça a quand même encore un intérêt aujourd'hui, notamment pour le filtre polarisant et le filtre et tout ce qui est filtre à flou. Alors pourquoi? Alors vous allez me dire oui, mais on peut faire sous Photoshop du flou gaussien, du flou comme on veut, des choses comme ça. C'est vrai, on peut le faire. Mais faire son flou à la prise de vue permet de savoir si le flou va être bon et des choses comme ça, si ça va rendre bien et ainsi de suite. Vous allez me dire, faire son flou à la post-production, ben, on voit si c'est bien on le laisse, si c'est pas bien, on le laisse pas. Voilà. Donc, mais ça a aussi l'avantage, quand vous êtes, alors notamment pour ceux qui font
la photo de mariage professionnellement, hein, pour ceux qui font plusieurs mariages dans l'année et ainsi de suite. Ben, c'est un gros avantage, c'est que vos filtres à flou, c'est vous qui allez les faire vous-même, parce que très intelligemment, ils ont un filtre en plastique transparent qui s'appelle Basic, hein, voilà, qui doit exister dans toutes les dimensions. Et ben, vous allez faire vos filtres à flou vous-même. C'est-à-dire que vous allez les rayer, vous allez les poncer, vous allez les peindre avec des couleurs transparentes et des choses comme ça pour obtenir le flou que vous voulez, et des choses comme ça. Le but étant bien sûr d'utiliser des choses qui vont ne pas s'altérer dans le temps, hein. Donc on évite la vaseline et les choses comme ça qui s'essuient ou qui se répandent et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir faire vos propres filtres à flou et donc du coup ça sera quelque chose, ça sera votre patte personnelle. Ce filtre-là, c'est vous qui l'aurez fait et personne d'autre l'aura et il n'y aura que vous et ça pourrait être une touche artistique entre guillemets, personnelle. L'autre filtre qui est intéressant aussi, ce sont les filtres polarisants. Et comme je vais parler du filtre polarisant plus loin, c'est un filtre cher, mais j'en parle plus loin. Et donc du coup, le fait de pouvoir mettre le même filtre sur plusieurs objectifs est intéressant. Alors, je ne sais pas qui a inventé en premier ou quoi que ce soit, mais bon, ce système-là existe aussi dans des marques comme Lee, L2E, Nissin et puis E-Tech. Voilà. Et, alors eux, ils ont été un cran au-dessus. Les porte-filtres sont éventuellement en métal au lieu d'être en plastique. Les filtres existent dans des dimensions plus grandes que le système initial de Coquin, parce que Coquin avait sorti son système, la gamme A pour amateur. Donc A pour amateur, on pouvait quand même monter ça sur, je crois, des objectifs jusqu'à diamètre 77, je crois. Je suis pas sûr. 72, j'en suis à peu près certain. Mais voilà, on devait peut-être aller jusqu'à 77. Après, ils ont sorti la gamme P, où là, on pouvait aller jusqu'à diamètre 77 ou 82 ou quelque chose comme ça. Et puis après, ils ont fait, du fait que les opticiens ont sorti des objectifs avec des lentilles de frontale de plus en plus grandes et ainsi de suite. Donc, il y a le X et le Pro et je vais dire une bêtise parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été sur leur site, mais on doit pouvoir aller peut-être jusqu'à des objectifs diamètre 100, 122 ou quelque chose comme ça. Ça devient vraiment énorme. Le Pro, enfin il y en a un, je crois, qui reprend carrément les dimensions des filtres qui vont dans les matbox de cinéma, donc qui sont des 4 pouces par 4 pouces ou des 4 pouces par 5 pouces ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des grands filtres. Et donc les marques comme Lee, Nissin, E-Tech proposent aussi des filtres et proposent des porte-filtres et des filtres qui vont avec. Et donc tout ce qui est gamme de filtres à effet et tout ça ont vaguement disparu chez ces fabricants-là. Chez Coquin, je pense qu'il y en a encore, hein, je n'ai pas été vérifié, mais bon, certainement. Et puis par contre, il y a des filtres qui sont intéressants à utiliser, qui sont les filtres neutres dégradés. Alors, j'en ai pas à vous présenter, tout simplement parce que je n'en possède pas, parce que je ne m'en sers pas. Mais vous avez Tom Migo, de la Tom Migo Photographie, ou la Photo Academy, qui a une chaîne sur YouTube et qui est très friand de ces filtres-là et qui en fait un très bon usage. Et de ces porte-filtres-là. Donc je mettrai peut-être un lien vers sa chaîne où il explique comment s'en servir et tout ça, voilà. Mon but n'est pas de singer une autre chaîne, hein. Quand il y a quelque chose de bien sur une autre chaîne, je vous envoie là-bas et allez voir là-bas, vous verrez, c'est très bien. Donc il y a ces filtres dégradés. Donc ces filtres dégradés sont moitié transparents, moitié gris neutre, et puis avec une proportion plus ou moins étendue de passage de transparent à la densité du filtre. Et donc il y a trois
il y a deux ou trois grades suivant les puissances de filtre, et qui va correspondre à la longueur sur le filtre, à la longueur physique sur le filtre du passage de dégradé de l'un à l'autre. Et donc il y a les hard, les soft, et puis il doit y avoir les normales, je pense, où il y a juste hard et soft. Et en fait, et ben du coup, comment choisir? Alors ça, je peux vous répondre, parce que, en fait, on va choisir la longueur du dégradé en fonction du diamètre de la pupille de l'objectif. C'est-à-dire que si on a alors ça c'est l'opticien qui vous parle, et le photographe qui vous parle va vous dire on va choisir aussi la longueur du dégradé en fonction du relief de la ligne d'horizon. C'est-à-dire que si on a une ligne d'horizon sur un paysage de mer où c'est une ligne droite et choses comme ça, un filtre hard ira très très bien, quel que soit le diamètre de la pupille. Par contre, si vous avez un paysage avec une ligne d'horizon très marquée, très accidentée, et ben peut-être qu'il vaudrait me prendre un soft de façon à ne pas avoir une coupure brutale dans les arbres ou dans les choses comme ça. Parce que le but, c'est bien sûr d'équilibrer le ciel avec le sol. Voilà. Et si vous avez un arbre qui va dans le ciel, il va se prendre l'effet du filtre et donc il va être sous-exposé. Et donc c'est à ce moment-là où il faut commencer à regarder est-ce que je mets un hard ou est-ce que je mets un soft. La pupille voudrait un hard et puis non, je vais mettre un soft parce que ça sera quand même plus facile à corriger après ou ça fera quelque chose de moins caricatural avec un minimum d'effort de post-traitement. Le diamètre de la pupille, l'idéal, ça serait d'avoir une transition à peu près égale au diamètre de la pupille. Donc plus vous allez avoir une focale courte, plus le diamètre de la pupille, même ouvert à 2,8, va correspondre à un petit diamètre. Et donc dans ce cas-là, il faudrait mieux une transition relativement rapide. Alors que si vous utilisez plutôt une longue focale, eh bien, vous allez avoir un grand diamètre de pupille et donc avoir une transition plus large, plus soft, pourrait être meilleur. Voilà. Comme je dis, je n'ai pas ces filtres, je ne m'en sers pas. Je me suis posé la question, parce que quand j'ai vu les vidéos de Tom Migaud, ça donne envie. Et puis voilà. Et puis après, j'ai regardé où ça m'emmenait du point de vue prix. Et puis j'ai regardé le nombre de paysages que je faisais susceptibles d'utiliser cette technique-là. Et je me suis dit que j'allais continuer avec mon ancienne technique qui marche très très bien. Donc ces porte-filtres-là, finalement, alors si on aime les filtres dégradés, ils sont indispensables parce que les filtres dégradés sont des grands rectangles de plastique ou de verre, ça dépend, il paraît qu'il y en a en verre, et ça permet il faut pouvoir le positionner en fonction de l'endroit où on a mis la ligne d'horizon. L'autre côté, c'est le filtre polarisant. Et là, il faut faire attention, et il faut bien, parce que ça peut être une justification à elle toute seule d'acheter le porte-filtre rien que pour avoir le filtre polarisant. Parce que le filtre polarisant est un filtre cher. Et donc dans ce cas-là, il faut aller sur les forums et tout ça pour vérifier si, le filtre polarisant est de bonne qualité. Voilà. Et parce que visiblement, c'est pas toujours le cas. Et notamment, moi j'ai des filtres polarisants des années 80 de coquin, c'est pas de la super qualité. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai abandonné mon système, parce que même le polarisant ne me satisfaisait pas, n'était pas bon. Voilà. Autre possibilité de filtres chers qu'on peut mettre dessus, ce sont les filtres neutral density. Alors les filtres ND. Alors les filtres ND, ce sont des filtres de densité neutre. Ils servent à diminuer, je lis mes notes comme ça, ils servent à diminuer la quantité de lumière qui passe à travers le filtre et qui va jusqu'à l'objectif. On utilise ça pour deux possibilités de photos. On va utiliser ça pour pouvoir atténuer un peu la lumière afin de d'ouvrir le diaphragme de quelques valeurs et pouvoir faire
en plein jour des photos à pleine ouverture. Et puis, on va pouvoir utiliser ça pour faire des temps de pause longs. Voilà. Et donc, passer en pleine ouverture, si on regarde bien, parce que, bon, nous sommes tous sur Terre, hein, nous faisons tous de la photo sur Terre, nous sommes tous dans le système ISO, et donc, dans l'exposition, j'ai dû vous parler du F16, qui dit que grosso modo, en plein soleil, à 100 ISO, on est à F16 pour 1/100 de seconde. À 400 ISO, en plein soleil, on est à F16 pour 1/400 de seconde. Donc quand on met la vitesse égale à la sensibilité ISO, en plein soleil, en plein été, on est à F16. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est vrai. Et vous, comme on est en plein été, là, vous pouvez faire l'essai. Et vous verrez que ça marche. Alors du coup, bah voilà. Donc, j'en arrive à mon argumentaire. Bon, donc pour une sensibilité donnée, bah, si vous voulez faire de la photo à pleine ouverture, en plein soleil, en plein été, bah, déjà, vous n'allez pas vous mettre à 1600 ou 10 000 ISO ou 100 000 ISO. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc vous allez essayer les ISO bas. Et en plein soleil, si vous êtes par exemple, si votre appareil vous permet d'être à 100 ISO, moi j'ai des appareils, par exemple, l'ISO minimum c'est 320 ISO. Voilà, donc je ne peux pas descendre en dessous de 320 ISO. Ben, voilà. Donc, mais si on prend pour 100 ISO, vous faites le calcul pour une autre sensibilité, donc vous allez vous mettre à 1/100 de seconde. Et vous allez être à F16. Et admettons que vous voulez ouvrir à 1/4, parce que vous avez un objectif qui ouvre à 1/4. Donc vous achetez un objectif qui ouvre à 1/4, vous voulez faire des photos à 1/4. Donc ben, on va compter hein, les intervalles. Donc on compte les intervalles, pas les piquets. Donc 16, 11, 8, 5, 6, 4, 2, 8, 2, 1, 4. On a 7 diaphes. On a 7 diaphes à bouger. On a 7 diaphes à bouger. Mais on a aussi un paquet de vitesses sous le coude. Parce que si on est à 1/100 de seconde, ou même à 1/200 de seconde, si vous êtes limité à 200 ISO, ben on peut monter à 1/4 de seconde. Donc ça fait encore plein de possibilités. Et donc d'ailleurs, si on regarde et si on compte, ben voilà, si on est à 1/100 de seconde, alors on va dire 1/125 de seconde, hein, c'est plus facile à calculer, 1/125 de seconde, 1/250, 500, 1/500, 1 millième, 1 2 millième, 1 4 millième. Bon, 4 millième de seconde, c'est déjà pas tous les boîtiers qui y vont. Et puis à 8 millième de seconde. Bon, bah déjà on peut récupérer 8 diaphes avec l'obturateur, si peu qu'on a un obturateur de course. Si on a un obturateur un peu moins de course, on va récupérer un peu moins de diaphes. Donc du coup, le filtre de densité neutre dont on aura besoin réellement pour passer de F16 à F1.4 en plein soleil, en plein cagnard, bah, ça va être quelque chose qui va nous corriger de 2 diaphes, 3 diaphes, 4 diaphes. Voilà. Et là, avec ça, on est tranquille. Pour faire de la photo à pleine ouverture, ça va être un filtre de densité neutre relativement léger, pas un très dense. Par contre, si on veut faire du temps de pause long, et bien là, bien sûr, si on veut faire 1 minute, 2 minutes, 10 minutes en plein soleil, là, il va falloir mettre un paquet de diaphes. Et donc, ça ne va pas être les mêmes filtres neutres que l'on va pouvoir utiliser confortablement et pour faire de la temps de pause, et pour faire du temps de pause long et pour faire de la photo à pleine ouverture. C'est là où je voulais en venir. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de noter ça, et c'est un peu le problème pour s'y retrouver. Parce que la densité, la puissance du filtre va pouvoir être notée de plusieurs façons. Donc on peut les graduer en densité. Et dans ce cas-là, on va avoir des chiffres du genre 0,3, 0,6, 3,0, 10,0. Ça peut être gradué en prolongation de temps de pause. Donc ça va être gradué en x2, x4, x8, x1000. Et puis, ça peut être gradué en nombre de diaphes. Alors, ça va être gradué ND1, ND4, ND8.
Et donc voilà, alors quand c'est gradué en densité, alors la densité c'est I sur O, c'est les logs décimaux, c'est les logs décimaux de la puissance transmise. Et donc, quand vous avez 0,3, eh ben, une densité de 0,3, ça vous fait un facteur 2, parce que log décimal de 2 est égal à 0,3. Voilà. 0,6, c'est 2 fois 0,3, donc c'est 2 fois 2, donc c'est 2 diaphes. Et effectivement, 0,6, c'est log décimal de 4. Et une densité de 3, c'est 10 puissance 3, c'est un facteur 1000, c'est 1 millième de la quantité de lumière qui passe. Alors, comment une autre façon aussi de retrouver le nombre de diaphragmes, pour ceux qui sont en facteur de prolongation de temps de pause, x2, c'est un diaph. On double le temps, c'est un diaph d'écart. x4, c'est 2 diaphes. x8, c'est 2 x8, c'est 3 diaphes. x2, x2, x2. 2 x 2, 4, x2, 8. x8, c'est 3 diaphes. C'est déjà moins intuitif. D'accord? Mais si vous avez une seconde, vous faites 8 secondes, et puis voilà, vous avez fait votre temps de pause x8. Mais si vous dites, oui, mais moi c'était pour ouvrir mon diaphragme, x8, c'est combien de crans? Je ne sais pas. Ça se calcule, voilà, c'est 2 x 2 x 2. Donc c'est 3 diaphes. Mais 1 fois 1000, comment c'est 1 fois 1000? Bon, c'est pas. Bon. Alors 1 fois 1000, alors je vous ai mis la formule là, vous prenez la calculatrice du gamin, et puis vous faites 1000 log, alors log c'est ln, c'est une petite touche sur la calculatrice, et puis vous faites diviser par 2 log, et vous allez tomber sur 10. Alors en fait la vraie valeur ça devrait être 1024, pour tomber sur 10 exactement. Mais bon, on n'est pas à un pouillet près. Et donc comme ça, vous allez pouvoir calculer, puis vous notez ça sur un petit papier, sur un petit carnet, sur un petit calepin, et comme ça, vous connaissez votre facteur de prolongation de temps de pause. Le problème des filtres gris neutre, ça va être les problèmes de neutralité de couleur. Voilà. Alors, c'est à la fois un problème et pas un problème. Alors, parce que tout simplement, vous savez que vous pouvez photographier un gris neutre, votre charte de gris, dans une photo à part, qui va vous permettre de mesurer la température de couleur qui tombe sur votre sujet et de faire votre réglage en post-production avec la pipette. Donc ça c'est dans la vidéo 34. Sur le traitement, enfin dans la série de vidéos numéro 34, parce qu'il y en aura plusieurs, il y a la 34A qui est déjà tournée, et puis il y en aura d'autres. Donc sur le traitement, et donc vous faites une photo à part, alors si possible avec le même temps de pause, parce que il y a des phénomènes cumulatifs qui sont intéressants à prendre en compte quand même. Et puis vous faites votre pipette sur votre carré neutre, et puis vous enregistrez cette température de couleur et vous l'appliquez sur les autres vues. Et puis finalement, le problème de neutralité de la couleur du filtre gris neutre, quand on sait se servir de son logiciel, on en a un peu rien à foutre. Voilà. Vous allez trouver aussi des filtres neutres variables. Alors, les filtres neutres variables, c'est qu'on appelle aussi des FADER, F-A-D-E-R. Ce sont des filtres qui sont plutôt destinés à l'usage de la vidéo qu'à l'usage de la photo, pour plusieurs raisons. D'abord, par leur mode de construction en elle-même, à savoir que ce sont en fait deux filtres polarisants qui sont montés nez à nez. Et donc du coup, ça vous fait 4 surfaces R vert. Et ça vous fait 2 bouts de verre que vous mettez devant votre objectif. Et donc du coup, autant en vidéo, on ne va pas voir d'altération de qualité d'image, parce que finalement,
même en 4K, même en 8K, ça fait pas beaucoup de mégapixels, hein, donc ça bouffe pas les détails. Autant en photo, je ne serais pas aussi catégorique. Voilà. J'en ai acheté pour voir. Quand j'ai vu ce que c'était, parce que alors j'ai acheté des pas chers en Chine, hein, comme d'habitude. Quand je veux tester quelque chose, je commence déjà par le truc le moins cher possible. Parce que finalement, à part des problèmes de colorimétrie ou des choses comme ça qui sont finalement très faciles à résoudre, ça permet quand même de se faire une idée sur l'usage potentiel. Et après, si ça plaît, on va prendre un accessoire mieux, plus cher, qui va vous permettre d'accéder à un confort et à une qualité. Voilà. Alors pour le trépied, je trouve ça un peu dommage. Enfin, le trépied, bon. Le trépied, c'est une boule de pu à transporter. Je reviens sur le trépied parce que c'est vraiment un accessoire fondamental du photographe. Voilà. Mais alors effectivement, acheter un Jitsu neuf en première monte, c'est osé, c'est très bien, c'est parfait. Et ça fait du pognon, ça coûte cher. Par contre, trouver dans les petites annonces un Jitsu en bon état, récent, pas récent, choses comme ça, plutôt que d'acheter pour un prix identique une copie chinoise mal faite ou un trépied de merde au supermarché, voilà. Moi je préfère nettement mes Jitsu, voilà. Parce que bon, moi mon premier trépied que j'ai acheté un trépied cher en boutique et puis finalement c'était une merde et puis voilà, puis ma mère me dit ah pourquoi tu ne sers pas ton trépied, truc comme ça. Et difficile de dire bah maman je me suis trompé, t'as foutu 1000 balles en l'air pour rien quoi. Voilà. Bon enfin bref. Donc le filtre ND variable, donc ça sert beaucoup en vidéo et ça permet donc de photographier à pleine ouverture et de faire varier la puissance lumineuse tout en ayant une bonne exposition et tout en étant à pleine ouverture et donc de pouvoir entre guillemets piloter la puissance du filtre ND nécessaire pour rester à pleine ouverture et de façon à rester à la fois en pleine ouverture et à la vitesse voulue en vidéo. Parce que là, par exemple, moi, tout ce que j'ai filmé, même ce que j'ai filmé dehors, je l'ai filmé, là, je filme au 1/50 de seconde, hein, puisque je suis à 25 images secondes, je filme à 1/50 de seconde, donc ce qui donne une qualité de mouvement, de fluidité de mouvement, et des choses comme ça, que l'on n'aurait pas avec une vitesse beaucoup plus rapide. Et là, les vidéos que j'ai fait à l'extérieur, du fait de la luminosité, des choses comme ça, comme je voulais pas aller sur des F/D trop fermés, et que j'étais limité à 100 ISO, et j'étais obligé de monter la vitesse à 5/100 de seconde, 1/200 de seconde, et quand on a bougé, on a vu des phénomènes de rolling shutter et des choses comme ça, moins agréables. Voilà. Comme ce sont deux filtres polarisants superposés, déjà on va se poser la question, et si on a besoin d'un polarisant en plus? Parce que là du coup ça va faire 3 filtres polarisants superposés, voilà, et effectivement, alors c'est pas tellement le problème de rajouter un filtre polarisant, parce que bon, on a déjà mis deux rondelles de verre, en rajouter une troisième, soyons fous. Mais ça va être le problème, c'est est-ce que je mets le polarisant devant ou derrière? Parce que lequel va affecter l'autre? Voilà. Est-ce que le polarisant va affecter le filtre variable ou est-ce que le filtre variable va affecter le polarisant? Est-ce que ça ne va pas devenir une plaie à régler ou est-ce que ça ne va pas nous poser des problèmes d'uniformité? Parce que le gros problème que l'on a avec les filtres polarisants, ce sont des problèmes d'uniformité. Uniformité due au sujet qui peut ne pas être polarisé complètement correctement dans toutes les directions et problème d'uniformité lié à la qualité elle-même du polarisant. Voilà. Parce que faire un filtre polarisant de qualité, c'est pas évident. Ah bon, je vois que je parle beaucoup du filtre polarisant, donc je vais attaquer tout de suite le filtre polarisant. Enfin bon, et donc pour finir sur le ND variable, je pense pas que ce soit un très bon achat si vous ne faites que de la photo. Voilà. Je pense que si vous voulez vous orienter vers de la photo, temps de pause long,
et que vous savez pas, vous vous dites oh c'est quand même cher les filtres et tout ça, j'ai pas les moyens, et ben oui, achetez-vous un filtre ND variable le moins cher possible chinois sur eBay dans le diamètre le plus courant, éventuellement dans le diamètre de l'objectif que vous utiliserez si vous faites de la vidéo, choses comme ça. Et du coup, ça vous permettra de vous faire une idée, de voir un peu les puissances de filtres neutres que vous utiliserez, pour après acheter éventuellement, si ça vous plaît, des filtres neutres chers. Voilà. Et puis si là, vous n'avez que le moyen que d'acheter qu'un seul filtre, bah oui, il vaut mieux acheter celui-là. Après ça, les polarisants. Alors les filtres neutres variables, ce sont deux filtres polarisants circulaires montés face à face. Et voilà, et c'est utile pour la vidéo et à peu près que ça. Alors, les filtres polarisants, c'est quoi? Le filtre polarisant, c'est un filtre qui va polariser la lumière. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et donc, du coup, le filtre polarisant, la lumière est une onde électromagnétique qui, donc, une onde électromagnétique. Donc, il y a deux choses, il y a deux composantes. Et donc, il y a une composante E, une composante B, champ magnétique, champ électrique. Et la lumière et le principe est que le photon il vibre dans une direction comme ça, si on prend que le champ électrique par exemple, et ensuite quand on est en lumière non polarisée, en fait, la lumière qui vient du soleil me tombe dessus, éclaire mon tableau, m'éclaire moi, et repart vers l'objectif qui a paumé le focus. Bon, voilà, il fait le focus coco. Voilà. Et non polarisé, c'est-à-dire que les photons, il y a des photons qui vibrent dans ce plan-là. Alors attendez, je m'oriente dans ce plan-là, d'autres qui vibrent dans ce plan-là, des troisièmes qui vivent dans ce plan-là. Et en fait, le filtre polarisant est un filtre, c'est un peigne qui va, suivant une direction, ne laisser passer que les photons qui vibrent verticalement. Si je mets mon peigne comme ça, il n'y a que les photons qui vibrent verticalement qui passent. Si je mets mon peigne comme ça, il n'y a que les photons qui vibrent horizontalement qui vont passer. Voilà. Donc ça, c'est le phénomène de polarisation. Après, le filtre qui permet d'obtenir cela, j'essaye en même temps de dévisser mes filtres et ça ne vient pas et ça m'énerve. Et le problème est que le filtre, la polarisation de la lumière, elle peut être due à plein de choses. Elle peut être due à plein de choses. Et par exemple, le cas le plus courant que l'on va rencontrer dans la vie courante, la lumière que l'on voit réfléchie par une flaque d'eau est polarisée. Parce que la lumière arrive en vibrant dans toutes les directions, arrive sur le plan d'eau et est réfléchie par la surface de l'eau. Ça marche aussi avec une vitre, elle est réfléchie par la surface de vitre. Et en fait, la lumière qui vibre dans le plan qui va être suivant une ligne, qui va couper le plan par une ligne et qui va repartir comme ça, elle est réfléchie. Par contre, la lumière qui arrive dans un plan perpendiculaire, pouf, va traverser. Et donc, en optique, c'est ce qu'on appelle, donc il y a un angle particulier pour le verre notamment, ça s'appelle l'angle de Brewster, qui est le nom du gars qui l'a trouvé. Et donc, Brewster, il a trouvé que, voilà, quand j'envoie de la lumière suivant un certain angle sur un bout de verre, eh bien, à cet angle particulier-là, ben, j'ai la moitié de la lumière, j'ai la partie de la lumière polarisée suivant le plan du verre qui est réfléchi, et la lumière qui n'est pas polarisée suivant le plan du verre qui passe au travers. Voilà.
Et donc, dans les lasers et des choses comme ça, on utilise ce principe de lame de Brewster, où c'est juste une lame de verre parallèle qui est inclinée avec un certain angle, de façon à éliminer les photons qui ne sont pas alignés comme il faut, pour faire repartir que ceux qui sont alignés comme il faut, pour faire un laser polarisé du coup, et augmenter l'efficacité du pompage du laser. Voilà. Après ça, donc un verre incliné, et l'angle de Brewster, il est aux alentours de 51-52 degrés ou des choses comme ça. Et dans les appareils photo, il y a eu, bon je dévisse mon truc, dans les appareils photo, il y avait un angle, quelque chose qui était à 45 degrés, qui était le miroir. Et on avait mis les systèmes d'autofocus, les systèmes d'exposition et des choses comme ça, cachés derrière des miroirs semi-transparents, où on laissait passer une partie de la lumière à travers le miroir, et ça a posé des problèmes avec ce qu'on appelait les filtres polarisants linéaires, parce que les filtres polarisants linéaires polarisaient la lumière qui venait du sujet, et transmettaient à l'objectif et à l'appareil photo de la lumière polarisée. Et ça posait problème parce que du coup, suivant comment était orienté le filtre polarisant, eh bien, il n'y avait carrément pas de lumière qui atteignait le posemètre. Parce que quand on croise deux polarisants face-face, eh bien, la lumière ne passe plus au travers. Parce qu'il y en a un qui laisse passer que la lumière horizontalement, puis l'autre il laisse passer la lumière que verticalement, et en final, il n'y a plus de lumière qui passe. Et ça, c'est le principe des filtres ND variables. Voilà, c'est pourquoi il est logique de parler des polarisants après avoir parlé des filtres ND variables. Pour que cela fonctionne quand même, on utilise une particularité de l'optique qui est que certains matériaux, à certaines épaisseurs, transforment la polarisation linéaire, donc les photons qui vibrent que dans un sens, en polarisation circulaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, les photons se remettent à... Alors, la lumière est toujours polarisée, mais le photon se met à tourner comme ça. C'est schématique, mais c'est vrai. Et donc, du coup, la lumière continue à passer au travers. Voilà. Donc, un polarisant linéaire est un polarisant qui polarise la lumière qui tombe dessus et qui va ressortir la lumière polarisée linéairement, c'est-à-dire suivant une direction, suivant la direction dans laquelle on a orienté le filtre. Le deuxième type de polarisant, c'est ce qu'on appelle le polarisant circulaire. Alors le polarisant circulaire, lui, est en fait un polarisant linéaire sur lequel derrière on a collé ce qu'on appelle une lame quart d'onde qui va transformer la polarisation linéaire en polarisation circulaire. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit rond, avec le fait que le filtre soit rond. Vous avez des polarisants linéaires qui sont ronds. Voilà. Celui-là, normalement, ça c'est un polarisant linéaire. Voilà. Tac. Et si je ne me gourre pas, celui-là, c'est un polarisant. Alors celui-là, voilà, je vais le sortir, c'est un polarisant circulaire. Voilà. Donc ça, c'est un polarisant circulaire. Alors les polarisants circulaires sont indispensables à tout boîtier. Alors c'est marqué dans le mode d'emploi de l'appareil photo, sinon vous allez sur les forums et puis vous posez la question, et des choses comme ça. Mais grosso modo, le polarisant circulaire est indispensable à tout boîtier moderne. Voilà. On va faire simple. C'est indispensable à tout boîtier moderne. Pour les boîtiers anciens, effectivement, vous pouvez taper dans du polarisant linéaire. Utiliser un polarisant linéaire sur un boîtier qui a besoin d'un polarisant circulaire est assez barbant, demande beaucoup d'attention, et donc je vous conseille plutôt de faire l'effort financier d'acheter un polarisant circulaire qui bien sûr est plus cher qu'un polarisant linéaire. C'est normal. Donc la polarisation, repose sur la biréfringence des matériaux. C'est-à-dire que quand vous avez un matériau homogène, comme le verre par exemple, un verre homogène,
quelle que soit sa direction, il va avoir le même indice. C'est-à-dire que la lumière va se déplacer à la même vitesse à l'intérieur du matériau, quelle que soit sa direction. Mais vous avez des matériaux, notamment les cristaux, qui vont avoir une particularité qui est, ils ont une biréfringence, c'est-à-dire qu'ils ont un indice qui varie suivant deux directions. Deux directions d'ailleurs qui ne sont pas forcément perpendiculaires. Ça dépend de comment est gaulé votre cristal qui constitue votre matière. Et notamment, vous avez la calcite. Oui, c'est la calcite. Non, c'est pas la calcite. Vous avez le spat. Le spat, qui est un composant granitique, qui est un cristal qui est très très biréfringent. Et dans les instruments optiques très chers, quand on veut mettre un filtre polarisant, on met un filtre en spat d'Islande, hein, parce que là-bas il y a des méga cristaux de spat. Et vous avez des taux de polarisation absolument phénoménaux. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, un polarisant qui est gros comme le pouce, ça vaut entre 5 et 10 000 euros, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Mais quand vous voulez passer de la puissance laser, par exemple, eh bien, c'est la seule solution, parce que n'importe quel autre système explose, quoi, avec la puissance du laser. Et donc, quand on prend un morceau de plastique et qu'on l'étire suivant une direction, on va changer son indice suivant cette direction-là. Et donc du coup, il va devenir biréfringent. Et grâce à ce plastique étiré, on va réussir à faire des filtres polarisants. C'est d'ailleurs ce qu'a inventé Monsieur Land, L-A-N-D, qui a monté l'entreprise Polaroid, qui a fait son business et sa richesse en faisant des filtres polarisants, avant même que de faire, je crois, de la photo instantanée. Voilà, donc il a réussi à fabriquer pas cher du filtre polarisant, et les filtres que l'on utilise sont faits à base de matériaux étirés pour obtenir à pas cher des filtres de qualité convenable. Et donc, si on taille dans l'épaisseur de ce matériel biréfringent, on va réussir à obtenir un retard connu entre une polarisation et l'autre, et qui va permettre d'éliminer la polarisation qui ne nous intéresse pas. Et donc c'est donc si on fait des lames demi-ondes, eh bien ça veut dire qu'une polarisation va être en retard de la moitié de l'onde par rapport à l'autre, et donc on pourra l'éliminer plus facilement que si on pourra l'éliminer facilement. Et donc du coup, on peut faire aussi des lames quart d'onde. Et la propriété, c'est que la lame quart d'onde, donc quart de la longueur d'onde, va rendre la lumière circulaire, polarisante circulaire. La demi-onde va garder la polarisation suivant une direction et va détruire l'autre direction. Et la trois quarts d'onde va faire la polarisation circulaire dans l'autre sens. Voilà. Donc avec un jeu subtil d'épaisseur de matériaux biréfringents, on est capable de faire un filtre polarisant linéaire ou un filtre polarisant circulaire. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, comme le but de cette chaîne, c'est de vous expliquer complètement tout et exactement, et ben voilà, vous êtes venu, vous avez signé pour en chier. Non, c'est pas tout à fait vrai. Alors, je vérifie que ce que je vais dire n'est pas des bêtises, et puis je mets au point mon truc. Donc, un polarisant linéaire, voilà, ça a, donc c'est un disque de verre avec, alors c'est, bon, je peux le rapprocher, donc ça c'est un filtre polarisant, voilà, donc on regarde, voilà, il a une certaine densité, voilà. Et puis quand je vais alors je vais le tourner, alors je l'oriente comme il faut, voilà. Donc, ah oui tiens c'est marrant ça, oui, donc je regarde, donc là je l'oriente comme ça, je l'oriente à 90 degrés,
on ne voit pas de différence parce que la lumière qui vient là n'est pas polarisée. D'accord. Si je prends cet autre filtre polarisant, c'est pareil, je vais le tourner, on ne voit pas de différence. Maintenant, alors j'espère que ça va fonctionner, si je mets l'un devant l'autre, et que je tourne celui du haut de 90 degrés, je vais pouvoir varier la quantité de lumière qui passe à travers ce filtre-là. Alors, qu'est-ce qui se passe à travers ce filtre-là? La lumière vient du soleil, vient du ciel, tape sur le tableau blanc et renvoie de la lumière vers l'objectif de la caméra. Et donc la lumière, comme j'ai mis mon filtre dans la position retour inverse, là, de ce côté-là, la lumière est polarisée linéairement. Et là, comme j'ai un filtre de polarisation linéaire, alors vous regardez bien la position des doigts, faut que je m'aligne, voilà, zoup, je vais obtenir une variation de luminosité suivant comment je l'oriente. Voilà, je vérifie mon cadrage en même temps, suivant comment je l'oriente. D'accord? Parce que là, les polariseurs sont croisés, et donc la lumière qui est polarisée par ce polarisant-là est stoppée par ce polarisant-ci. D'accord? Donc, ils sont croisés. Et par contre, si je les mets parallèles, eh bien, la lumière émise par ce polarisant-là qui vient vers vous, elle est polarisée. Elle est polarisée horizontalement. Et si je mets un deuxième polarisant devant qui est polarisé horizontalement, eh ben, on ne voit pas de différence parce que le polarisant laisse passer la lumière polarisée dans sa direction. La lumière existe déjà avant le polarisant, dans cette direction-là. Et ce que fait le filtre, il ne laisse passer que la lumière qui est polarisée dans sa direction. C'est-à-dire qu'il ne change pas la nature de la lumière, il fait simplement que de prendre dans la lumière qui vient de votre sujet, la lumière qui a la particularité voulue, la direction voulue, que va laisser passer le filtre. C'est un truc à comprendre, ça. Voilà. De même que quand vous faites une photo à 1,4, vous avez superposé dans votre photo à 1,4 la photo faite à f2, à f2.8, à f4, à f5.6, à f22. Elles sont superposées. Mais elles sont superposées avec des niveaux d'intensité lumineuse plus faibles, qui fait que f5.6, la netteté de f5.6, on ne la voit pas. Elle est noyée dans le flou de f1.4. Voilà. Donc le polarisant, c'est un peigne. Il n'altère pas la lumière, il ne la modifie pas, il ne la fait pas changer de longueur d'onde. Tout simplement, il laisse passer la lumière qui vibre dans une direction et retient la lumière qui vibre dans une autre. Ce filtre polarisant, le petit, là, c'est un filtre polarisant circulaire. Alors, donc on a le filtre polarisant circulaire, voilà. Donc, alors les filtres sympas ont un, comment ça s'appelle, ont une petite gravure, un petit trait blanc gravé dessus. Alors ça, c'est pas mal. Vous voyez, si je tourne la bague supérieure, vous voyez cet index blanc qui tourne. Voilà. Alors ça, c'est pas mal. Et c'est surtout très bien pour les appareils qui ne sont pas réflexes. Voilà, parce que moi, j'utilise des mirrorless qui ne sont pas réflexes. J'utilise des boîtiers télémétriques, pardon, excusez-moi, et ils ne sont pas réflexes. Et donc, comment je fais pour utiliser un polarisant sans acheter le polarisant de la marque? Je le mets devant l'œil, je fais tourner, je trouve mon orientation, je dis tiens, le trait il doit être orienté comme ça, je vise sur mon objectif, et puis j'oriente, je tourne la bague et je rentre comme ça et je fais ma photo. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Bien sûr, avec un mirrorless, avec un réflexe et tout comme ça, et ben vous ajustez, vous regardez dans le viseur, vous regardez votre image en live view et vous ajustez l'effet de votre polarisant de visu. Bon, donc ça c'est un polarisant circulaire. Alors le polarisant circulaire, donc il y a un côté, excusez-moi, il y a un côté sujet, la lumière passe dedans et puis ça va au boîtier. Donc ça a un sens, d'accord? Et par exemple, donc je vais refaire la manip qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais le mettre un coup dans le sens normal d'utilisation et un coup dans le sens inverse d'utilisation, d'accord?
pour vous montrer que ce qu'est la polarisation circulaire. Donc là, j'ai mis mes deux filtres croisés, d'accord? Donc on a du noir, et si je retourne ensuite derrière, hop, la lumière passe, d'accord? La lumière passe, mais la lumière passe, elle, vous voyez, on a une densité qui est un peu plus grise que quand j'étais comme ça, d'accord? Bon, on revient vertical, je retourne. Si je tourne celui-là, normalement, il n'y a pas de variation, d'accord? Et donc là, qu'est-ce que je vous ai démontré par ça? Quand je l'ai utilisé dans la position normale, j'ai envoyé de la polarisation linéaire au polariseur, au grand polariseur, qui lui est linéaire, et j'ai ainsi pu faire varier ma polarisation. Quand je l'ai retourné, la lumière qui vient du tableau a été polarisée linéairement par l'avant du filtre, a été polarisée circulairement par l'arrière du filtre, et c'est de la polarisation circulaire que j'ai envoyée à mon polarisant linéaire, le grand. Et donc du coup, ma lumière était polarisée circulaire, et le polarisant linéaire en a choisi que la partie qui vibrait dans sa direction. Et donc du coup, on a eu encore une atténuation de lumière, parce qu'on a éjecté une partie de la lumière polarisée circulaire. Voilà. Et donc, normalement, si j'étais assez clair, vous avez compris ce qu'est une polarisation linéaire, une polarisation circulaire, et que en fait, le polarisant circulaire, c'est derrière qu'il est circulaire. Devant, il est linéaire. Devant, il est linéaire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, du coup, si on achète un polarisant circulaire, c'est pour le boîtier. Voilà. Pour qu'il fonctionne correctement. Quels que soient les problèmes de polarisation qu'il pourrait y avoir derrière. Comment on fait pour acheter un polarisant? Alors, le plus simple, c'est on va voir des tests, on va sur les forums, on pose des questions, des choses comme ça. Il y a une autre solution, c'est on va en boutique. Voilà. Parce que le seul moyen que l'on a de tester un polarisant, c'est avec un autre polarisant. Parce que le but du test, ça va être de venir avec son polarisant, de regarder, de croiser à la lumière, et des choses comme ça, et en fait de regarder l'uniformité du polarisant à la lumière. Et, parce que quand on va les croiser, il y a un moment donné où il devrait devenir noir. Il devrait devenir noir. S'ils étaient parfaits, ils devraient devenir noirs. Et en fait, moins c'est parfait, plus on va pouvoir faire décrire un arc-en-ciel. Alors notamment si vous allez dans une boutique où il y a une table lumineuse avec des tubes néons, des tubes fluorescents, pardon, on réussit à faire clignoter la boîte à lumière avec toutes les raies de la lampe à mercure qui excitent les tubes fluorescents. Et quand on a un polarisant de qualité pourrie, eh bien on réussit à avoir les problèmes d'homogénéité dans le filtre. Voilà. Donc là, ce sont deux Oya, deux filtres Oya. Oya est une marque relativement bonne. Paraît-il, les Nikon sont très très bien. Alors étonnamment, je n'ai pas de filtre polarisant Nikon, mais paraît-il qu'ils sont très très bien. J'ai acheté un filtre Casermat BW ou Liopan, je ne sais plus. Enfin, c'est un Casermat. Et en fait, je crois que je me suis fait troller. Je pense que le mec, il a acheté le filtre Casermat, il a interverti les montures et il m'a refoulé son filtre dégueulasse à la place. Donc, comme je n'en ai pas d'autres Casermat, je ne peux pas comparer, mais mes tests prouvent que c'est pas aussi que le filtre que j'ai eu n'était pas aussi bon que ce que disaient les tests. Voilà. Il y a Maromi ou Muromi aussi qui sort très bien des tests, des choses comme ça. Et c'est pareil, j'en ai pas acheté non plus 50 parce que d'abord ce sont effectivement des filtres très très chers et voilà quoi. Donc déjà on essaye de limiter la casse et des choses comme ça. Alors justement pour limiter la casse, alors moi j'étais tout content parce que je me suis dit t'es grand, t'es intelligent, t'es barbu. Et
je me suis dit, ben, je vais acheter des filtres diamètre 82, et puis je vais acheter des bagues. Voilà. Je vais acheter des bagues. Voilà. Donc, des bagues. Alors, j'ai vu sur eBay, tiens, c'est étonnant ça. Donc c'est des bagues, voilà. Et alors le principe c'est... ah oui, non, le principe c'est qu'il me manque une bague qui est montée sur l'objectif en permanence. Et donc j'ai acheté des bagues. Et en prenant diamètre 82, j'ai regardé dans les step-up. Donc ce sont des bagues step-up. Voilà, bon, par exemple, ça c'est la 52-77. Et donc en fait, j'ai acheté une bague 82-77 et qui est montée sur l'objectif, et je fixe mes bagues 77-52 par exemple, et puis l'autre ça doit être 72 ou un truc comme ça, parce que ça correspond au filtre que j'utilise. Ben, ça c'est effacé, mais enfin bon, je sais que ce sont les deux bagues dont je me sers le plus pour ce filtre-là, et puis pour les filtres plus petits, ben, j'ai encore d'autres bagues. Et donc du coup, ça me permet en 2-3 bagues de monter ce filtre-là sur toutes mes optiques. Voilà. Et puis j'étais tout content, et puis donc j'ai acheté d'autres filtres, j'ai acheté les filtres ND, voilà. Voilà, et puis j'ai acheté le filtre infrarouge, parce que je fais aussi, j'ai un appareil photo qui me permet de faire de la photo infrarouge. Voilà, donc je les dévisse, c'est un peu long, excusez-moi. Voilà. Alors là, je ne me suis pas ennuyé, hein, pour les filtres ND, j'ai pris du chinois pas cher. Voilà, donc là on a un ND4 et là on a un ND8 normalement. Alors comme ça s'efface, oui je l'ai regravé, c'est un ND8. Donc vous voyez, donc ND4, donc 2 x 2, 4 de diaph, et ND8, 2 x 2, 4 x 2, 8, 3 diaph. ND4 c'est 2 diaph et ND8 ça doit être 3 diaph. Voilà. Pour vous donner une idée de la différence de luminosité. Et bien finalement, celui-là, il est à peu près de la même luminosité que... non, il est un peu plus sombre. Il est un peu plus sombre que le filtre polarisant. Voilà. Donc du coup, le ND4, est-ce qu'il est réellement utile? Si vous avez déjà un filtre polarisant et que vous voulez faire de la photo en plein jour, ben vous sortez votre filtre polarisant et vous avez gagné déjà un diaph. Voilà. Ce qui, avec la montée en vitesse, peut suffire. Donc du coup, quand on veut un filtre ND pour juste faire de la photo à pleine ouverture, eh bien, il convient de compter sur ses doigts de combien prendre le filtre ND, et ainsi de suite. Voilà. Alors j'ai un collègue photo, de sortie photo, qui a justement acheté un filtre ND, et puis alors il faudrait que j'en discute un peu plus avant avec lui, parce que il me dit ah il est trop fort, il est trop fort, trop fort. Alors, je ne sais pas si c'est, je ne sais plus quel ND il a pris, des choses comme ça. Mais donc il fait de la photo à pleine ouverture en plein jour. Hein. Alors lui il a un objectif qui ouvre à 1 sur 1, il a un Octilux, je connais des gens bien, hein. Et donc du coup, bah, et pourtant il le trouve trop fort, donc il faudrait que j'approfondisse un peu, parce que peut-être qu'il en a pris un trop fort, un qui serait plus fait pour de la photo longue pause plus que pour de la photo pleine ouverture. Alors, à quoi sert le filtre polarisant? Ben, le filtre polarisant le filtre polarisant va servir à polariser la lumière. Donc, je vais tourner la page et je relis mes notes. Donc, le filtre polarisant va servir à polariser la lumière. Bien sûr, il n'a d'effet que... donc, je reprends mon filtre polarisant. Vous voyez, ça, c'est la lumière. Il n'a d'effet que sur de la lumière qui est déjà polarisée. D'accord? Si votre lumière elle-même n'est pas polarisée, votre filtre polarisant ne sert à pas grand-chose. Il sert même à rien. Alors, je lis mes notes. Technique. Le choix entre linéaire et circulaire. Faire en fonction du boîtier.
alors le choix se fait en fonction des boîtiers. Donc quasi tous les boîtiers modernes exigent des polarisants circulaires. Donc je veux dire, ça limite le choix. Après, si vous voulez taper dans du diamètre un peu hors norme, et puis que vous dites, bon, je vais l'acheter d'occasion, et ainsi de suite, et ça vaut le coup de se déplacer pour aller l'acheter au lieu de le faire venir, si vous voulez l'acheter sur le bon coin, un truc comme ça, et si vous avez déjà un petit polarisant, vous l'emmenez pour tester, voir, parce que, bon, moi je suis toujours un peu étonné de voir que des gens vendent des choses, en général, ce que les gens vendent, c'est soit ils ne savent pas ce que c'est, et dans ce cas-là, on peut faire des bons coups, soit ils savent ce que c'est, et en général, on se fait avoir. Donc c'est pour ça que j'achète soit à des veuves qui ne savent pas ce qu'elles vendent, soit à des boutiques, et je prends le risque. Mais à chaque fois que j'ai racheté quelque chose à quelqu'un qui savait ce qu'il vendait, je me suis fait plus ou moins avoir. Alors c'est un filtre très cher, et donc peut justifier le système de step-up. Le système de back step up. Alors du coup, le système de back step up, c'est à quoi? Alors pourquoi je suis passé à ça? Parce que finalement, par rapport au porte-filtre, ça m'a permis d'acheter un filtre OIA de bonne qualité plutôt que d'acheter des filtres un peu douteux, dont la qualité sur les forums, à travers ce qu'on peut lire, à travers ce qu'on peut voir sur les vidéos des gens qui présentent ça, ils disent ah bah oui, le filtre polarisant, oui bon, un filtre polarisant OIA, ça marche quoi, voilà. Et donc après c'est ce que je vous expliquais, donc laisse passer la lumière polarisée suivant l'orientation du filtre et coupe celle à 90 degrés. Alors, n'est uniforme que si la polarisation de la lumière du sujet est uniforme, et donc ça va, donc tout ce qui est comment dire, grand ciel bleu, parce que la lumière du soleil est polarisée dans certaines conditions, et notamment la lumière du ciel. Et utiliser le filtre polarisant permet d'assombrir le ciel et donc d'obtenir en photocouleur un ciel d'un bleu un peu plus intense que le bleu normal que l'on a. Mais ça ne... Et donc le ciel, alors je vais faire un petit creux-barre, donc vous avez le soleil qui est là, donc ça c'est le soleil, ça c'est la Terre, d'accord? Et les rayons du soleil arrivent comme ça, perpendiculairement à l'endroit où on est à midi, quand on est entre les tropiques et que c'est le jour où il passe. Et puis sinon, la lumière, elle passe comme ça et elle passe comme ça, d'accord? Vous, si vous êtes là et que vous faites la photo, déjà vous avez de la chance, vous êtes dans l'hémisphère sud. Bon. Alors ensuite, si vous visez vers le soleil, et que vous avez le soleil dans le champ, grosso modo, la lumière n'est pas polarisée. Enfin, pas grosso modo, la lumière autour du soleil n'est pas polarisée, parce qu'elle vous arrive vers vous et elle vibre dans toutes les directions. Par contre, si vous visez dans une direction perpendiculaire à l'axe du soleil, là, vous avez la lumière qui vous passe en travers comme ça. Et là, la lumière est polarisée. Et là, le polarisant va fonctionner. Et puis si au contraire, vous visez avec le soleil dans le dos, alors ça, vous visez soleil de face, là vous visez soleil à perpendiculaire, et là vous visez soleil dans le dos. Et bien le soleil dans le dos, la lumière part comme ça, et elle n'est plus polarisée. Vous ne la voyez plus polarisée. Et donc du coup, votre filtre polarisant, pour assombrir le ciel, ne va fonctionner que grosso modo quand vous avez le soleil côté gauche ou côté droit, grosso modo. Et à ce point que si vous faites de la photo au très très grand angle et que vous avez un angle de champ de plus de 90 degrés et bien que vous mettez un filtre de polarisant dessus, et vous pourriez avoir dans un angle du champ le soleil et dans l'autre angle du champ un ciel parfaitement polarisé et puis un joli dégradé parfaitement dégueulasse entre le côté gauche et le côté droit et pas un ciel uniforme. Or nous on est habitué à voir dehors des ciels uniformes, donc ça fait des photos assez moches. Et
alors on n'en voit pas tellement parce que ça ne passe pas le seuil de la post-production, mais ça arrive de voir des documentaires ou des choses comme ça, où le mec visiblement il est allé tourner sur le terrain, et puis il n'a pas pu refaire ses prises de vue, et il vous met un plan où vous avez un ciel noir d'un côté parce qu'il est polarisé, qu'il a mis son polarisant, que le polarisant coupe la lumière, et puis de l'autre côté un ciel clair, quoi, voilà. Et c'est parfaitement dégueulasse. Alors, donc la polarisation n'est uniforme que si la polarisation de la lumière du sujet est uniforme. Donc ça fait des problèmes avec les ciels et les grands angles. Ça fait des problèmes avec lumière non polarisée, notamment les reflets métalliques. Les reflets métalliques, la réflexion métallique sur le métal ne polarise pas la lumière. Donc le filtre polarisant ne permet pas d'éliminer les reflets métalliques. C'est aussi valable sur certaines peintures et choses comme ça où il y a toujours de la composante qui passe et qu'on ne réussit pas à éliminer. Ça peut aussi donner des résultats pas très jolis quand on fait des photos de plantes, parce qu'il y a des plantes vernissées, feuilles vernissées ou des choses comme ça, qui elles effectivement polarisent la lumière, et donc quand on va utiliser le filtre polarisant, va rendre les feuilles complètement mates, de couleur mate et avec des couleurs, et donc il faut faire l'essai pour voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais ça change l'apparence des plantes. Alors d'un point de vue artistique, donc ça permet la gestion des reflets. Donc on peut atténuer les reflets, et donc je mettrai en surimpression des photos d'objets que j'ai faites, voilà, donc pour atténuer les reflets, voilà, ou au contraire pour renforcer les reflets. Voilà. Et donc les photos que vous voyez passer actuellement, ce sont des photos que j'ai faites avec un filtre polarisant sur une plaque de verre noir, et j'ai orienté mon filtre polarisant de façon à maximiser le reflet sur le verre noir, et du coup mon filtre polarisant n'affecte pas le reflet du verre noir. Le verre polarise la lumière, le reflet est polarisé, j'oriente mon filtre pour qu'il laisse passer ce reflet là, donc il ne l'atténue pas, mais par contre il joue le rôle de filtre ND pour tout le reste de l'image, et donc ça me permet d'avoir simplement une jolie photo équilibrée entre la partie haute et la partie basse. Ça peut servir aussi pour photographier les reflets dans l'eau. Et les photos que vous voyez passer actuellement sont des photos faites avec un filtre polarisant, orienté pour maximiser le reflet dans l'eau, et du coup ça me permet d'équilibrer mon ciel et mon sujet, qui forcément renvoie plus de lumière que la lumière polarisée sur l'eau douteuse. Parce que le fait de polariser la lumière enlève une partie de la lumière, puisqu'on rejette la lumière non polarisée. Voilà. Donc là, le reflet sur l'eau élimine une partie de la lumière, et le filtre qui est orienté pour laisser passer que cette direction-là, laisse passer toute cette lumière-là, ne l'atténue pas du tout. Par contre, tout le reste de l'image, lui qui émet de la lumière dans cette direction-là et dans les autres, le filtre ne laisse passer la lumière que dans la direction de la polarisation, et donc du coup atténue la lumière ambiante. Voilà. Et donc du coup, ça permet de faire des photos de reflets sans s'ennuyer avec des filtres ND variables, pas ND variables, mais ND dégradés, des densités neutres dégradées, et ainsi qui me poserait d'énormes problèmes en post-production, ou de faire 2 expositions et puis faire des masques et choses comme ça, où je devrais aller détourer chaque branche, chaque brindille et chaque chose qui laisse ou non passer le reflet, et ainsi de suite. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et moi, paradoxalement, mes filtres polarisants, je m'en sers pour faire des photos de reflets et pas pour atténuer les reflets, parce que, voilà, essentiellement. Et alors, donc, alors on dit oui, les filtres polarisants, d'un point de vue artistique, ça fait la saturation des couleurs. Alors, ça j'ai du mal à vous le vendre,
Parce que moi, je me pose la question, est-ce que cette saturation des couleurs est due juste à une petite correction d'exposition induite par le filtre qui n'est pas compensé par le posemètre? C'est possible. Ou ça peut être la suppression d'une composante de reflet de surface, mais ça, c'est ce qui se dit. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de cette explication-là. J'ai pas réussi à prouver le contraire. J'ai pas réussi à prouver non plus que, enfin, ça fonctionne effectivement, mais bon, c'est pas forcément transcendant comme phénomène. Et alors j'ai un autre collègue de sortie photo qui utilise en permanence des filtres polarisants pour la saturation des couleurs et choses comme ça, mais comme il fait de la diapo en argentique, moi je pense que c'est plus un problème de sous-exposition mal maîtrisée que autre chose. Voilà. Bon, alors on continue sur. Donc on a vu les filtres ND, on a vu les filtres polarisants, et ainsi de suite. Je vais faire un peu de rangement. Alors, dans la série des filtres chelous que l'on peut avoir, on va avoir le filtre infrarouge. Alors, le filtre infrarouge, alors les infrarouges, c'est quoi? Les infrarouges, c'est une partie du spectre électromagnétique de la lumière qui est au-delà du rouge. Voilà, alors on va dire c'est au-delà du rouge, et puis vous me dites c'est infrarouge. Oui, parce que dans l'expérience du gars qui a découvert ça, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est Herschel. Eh bien, il avait un prisme, et puis il projetait son arc-en-ciel sur le mur, et puis le rouge était en bas, et il a trouvé qu'en mettant un thermomètre de ce côté-là, il avait une élévation de température, donc il y avait de la lumière qui passait, qu'il ne voyait pas, et il appelait ça les infrarouges, parce que c'était en dessous du rouge dans son montage. Voilà. C'est pas la première erreur que l'on a pu avoir par nos éminents scientifiques sur le sens des choses. Bon, alors donc filtre infrarouge, ça se représente comment? Ça laisse passer une lumière qu'on ne voit pas, donc il vous paraît noir. Hein. Si je le mets à l'œil comme ça, j'ai une espèce de rouge bordeaux très très foncé, litre 20 à peu près, chose comme ça, et à mon avis, il va gueuler, voilà. Donc il a une sensibilité aux infrarouges qui est minable, vous voyez, c'est dégueulasse, il est monté à 1600 ISO, un truc comme ça, voilà, pouf, c'est sympa les ISO automatiques. Hein. Voilà. Mais lui, il n'est pas sensible aux infrarouges. Donc en fait, ce qu'il vous a montré, c'est ce que je vois moi, la couleur rouge. Voilà. Parce que pour utiliser ce type de filtre-là, il faut un appareil photo qui laisse passer les infrarouges. Alors moi, j'en ai un seul, c'est le Leica M8, qui est réputé avoir un problème d'infrarouge au point qu'il faut mettre normalement sur les objectifs un filtre qui coupe les infrarouges. Ça, c'est un filtre qui laisse passer les infrarouges. Et avec ça, je peux faire de la photo infrarouge. Alors si je les retrouve, elle défile en ce moment. Et voilà. Donc, c'est pas le filtre le plus urgent à acheter, et il y a à lire sur les forums et sur Google et à faire des recherches pour savoir si votre boîtier laisse passer les infrarouges ou pas. Parce que par exemple, donc c'est le Leica M8 que j'utilise, mais par exemple le M9 et sa version noir et blanc qui est le monochrome coupe parfaitement les infrarouges et ne me permet pas de faire de photos infrarouges. Donc vous voyez, ils ont corrigé le tir tout de suite, et puis et ça s'est fait sans problème. Bon, je reviserai ça plus tard. Voilà. Donc, c'est sympa la photo infrarouge quand on peut le faire. Si ça vous plaît vraiment, si vous voulez vraiment le faire, eh bien, il y a des entreprises qui enlèvent le filtre de coupure infrarouge qui est devant les capteurs. Mais du coup, l'appareil photo devient spécialisé pour ça. Alors après, c'est toujours dans le but d'être exhaustif et de tout vous dire, mais c'est à vous de voir si vous voulez ou non faire cette technique. Voilà.
Ça se faisait aussi en argentique et ainsi de suite, mais bon, étonnamment, c'est relativement passé de mode, alors qu'en fait, ça devient beaucoup plus simple. Alors c'est assez amusant de remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées de mode entre l'argentique et le numérique, du fait que le numérique le rendait plus simple. Tout ce qui est... alors c'est amusant parce que si vous tombez en brocante sur des vieux numéros de chasseurs d'images du temps de l'argentique et puis que vous voyez les photos qu'ils publiaient, il y avait beaucoup de photos qui demandaient beaucoup de travail de laboratoire et des choses comme ça, que maintenant on fait en 3 clics dans Photoshop. Et donc je pense par exemple les isoélies, qui était une photo noir et blanc où on va faire comme sur les cartes de géographie des courbes de niveau là, mais on va découper le sujet en plage de gris uniforme pour faire des courbes de niveau. Bon bah avec Photoshop, alors moi je saurais pas le faire, mais avec Photoshop ça se fait en 2 temps 3 mouvements, et quand on faisait ça à la chambre noire, il y avait pour une semaine de manipulation pour le faire. Voilà. Alors, autre filtre, alors ça j'en ai pas, c'est le filtre FLD. Alors FLD, c'est Fluorescent Light Daylight. C'est le filtre de correction que l'on utilisait en photo argentique pour corriger les nuances données par les tubes fluorescents. Alors j'en parle, alors j'en ai pas, mais je me dis que je vais en acheter un bientôt pour essayer, parce que notamment la photo couleur numérique sous tube fluorescent est très difficile à corriger. Très difficile à corriger, parce qu'il y a une raie, notamment dans le magenta et dans le vert, qui sont assez difficiles à corriger. Et donc du coup, je me dis que le corriger à la prise de vue pour essayer d'atténuer ces raies-là devrait être pas mal. Donc voilà. Donc ça j'en ai pas acheté encore, mais ça fait partie des trucs dans le coin de ma tête. Je me dis tiens, il faudra que je m'achète ça un jour. Les derniers filtres dont je vais vous parler, ce sont les filtres de contraste pour le noir et blanc. Alors, les filtres de contraste pour le noir et blanc vont servir à 2 types de personnes. Ils vont servir à des personnes qui font du noir et blanc en photo argentique, et des gens qui ont des appareils photo numérique, noir et blanc, natif. Voilà. Ça n'a aucun intérêt d'utiliser ça sur un appareil photo numérique qui a une matrice de Bayer et qui va certes vous donner du noir et blanc après traitement. Donc il y a des appareils numériques, couleur, vous pouvez dire que vous voulez faire un noir et blanc et il va vous sortir ou un fichier noir et blanc JPEG ou un fichier RAW JPEG, un fichier RAW noir et blanc. Voilà. Si vous avez qu'un boîtier comme ça, et alors il faut faire l'essai. Donc le plus simple c'est de se mettre en RAW plus JPEG, et puis de sélectionner le noir et blanc sur le JPEG, et ça vous permet de voir rapidement au dos de l'appareil ce que ça donne en point de vue photo, noir et blanc, mais vous ferez la transformation noir et blanc chez vous avec le logiciel de post-traitement. Si votre appareil photo altère le fichier RAW pour en faire un noir et blanc et que vous n'avez pas la possibilité de revenir en couleur après, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce que je vous déconseille du coup de faire vos prises de vue en noir et blanc. Faites-les en couleur et faites votre noir et blanc tranquillement à la maison. Mais bon, quand on utilise la pellicule noir et blanc, on ne peut pas revenir en couleur en arrière, et quand on a un appareil photo noir et blanc, eh bien, il ne fait pas de couleur du tout. Voilà, donc il n'y a pas de matrice de Bayer. La matrice de Bayer, vous vous souvenez, c'est ce petit filtre qui est devant le CCD ou devant le CMOS et qui permet de dire qu'on va avoir un pixel bleu, un pixel rouge et puis 2 pixels verts par groupe de 4 pixels, et puis il y a une matrice, toute l'image est comme ça, et voilà. Et donc ces filtres-là, ce sont des filtres de couleur. Voilà. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, il a encore des filtres dans les boîtes alors qu'il nous a vendu des capstacks, machin chose. Et en fait, oui. Mais alors ça, par exemple, c'est une autre façon d'utiliser les filtres. C'est ce qu'on appelle des filtres de série. Voilà. Et donc ces filtres de série, alors
j'essaye de faire la mise au point, n'ont pas de filetage du tout, devant ni derrière. Voilà. Donc c'est un vieux système, qui est employé par plus grand monde, et qui est encore employé par Leica. Et comme j'ai un objectif Leica qui demande ça, ben, j'ai été obligé d'acheter des filtres de série. Alors, les filtres de série permettent, avec des bagues, de les monter sur différents diamètres d'objectifs. Et c'est pour ça que c'était intéressant, parce que dans les années 40, 50, 60, où ça faisait fureur, eh bien, le fabricant vous vendait le pare-soleil qui allait bien sur votre objectif, et vous dévissiez le pare-soleil, vous mettiez le filtre dedans, vous revissiez le pare-soleil, et hop, et c'était bon. Et donc, dans le principe de faire des économies au maximum, puisque c'est le but de tout industriel, le but de tout industriel, c'est de faire des économies et de vous vendre le plus cher possible. C'est les bases du commerce. Eh bien, lui, il fait un filetage devant l'objectif, ça c'est obligatoire. Il fait un filetage pour le pare-soleil, ça c'est obligatoire. Mais du coup, pour le filtre, il a juste à faire un usinage très simple, où il n'y a pas de filetage, et pareil sur le filtre. Et donc, il économise de cette façon des quantités phénoménales de filetage. Parce que un filtre, bon, bah, il y a un filetage devant, il y a un filetage derrière, ça coûte cher. Ça coûte cher à produire. Voilà. Donc, du coup, les filtres de couleur, je reviens à ce que je disais. Les filtres de couleur. Donc, en noir et blanc, il y aura une vidéo spécifiquement sur le noir et blanc, mais bon, grosso modo, comme je parle des filtres, j'en parle maintenant. En noir et blanc, on transforme notre sujet en quantité de lumière, en nuances de gris. Et donc, c'est un enregistrement en amplitude de lumière, voilà, en quantité de lumière. On ne va pas voir la différence entre le polo bleu, le tableau blanc ou le fauteuil gris. On va simplement voir un gris clair, un gris très clair, un gris plus sombre. Voilà. Et là où ça commence à être un peu bizarre, c'est que, ben, par exemple, si vous avez quelqu'un qui va avoir un polo orange clair, quelqu'un qui va avoir un polo bleu ciel clair, quelqu'un qui va avoir un polo vert clair, bah, en couleur, vous avez 3 couleurs différentes, et puis en noir et blanc, vous allez peut-être avoir 3 grilles identiques. Et donc, du coup, ça va devenir on va se dire, bah, pourquoi il a photographié les 3 personnes, on va chercher autre chose. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser en noir et blanc des filtres de couleur qui ne servent que au noir et blanc, tellement ils sont forts en eux-mêmes, parce que voilà, par exemple, un filtre vert, voilà, qu'on utilise en noir et blanc, bon, ça en couleur, ça sert à rien, voilà. Ça en couleur, ça sert à rien. Si on met un filtre rouge, c'est le rouge, oui, voilà, tac. Hop, voilà, hop, voilà, filtre rouge. Pour du rouge, c'est du rouge, voilà. Et on n'en met qu'un parce que, par exemple, si on essaye de superposer le filtre rouge et le filtre vert, ben, il n'y a plus de lumière qui passe. Parce que, effectivement, voilà, à l'intersection des deux, il n'y a plus de lumière qui passe. Parce que le rouge est une couleur primaire, le vert est une couleur primaire, et si on superpose 2 couleurs primaires, eh ben, ça passe plus. Ça passe plus. Alors, attendez, hop, voilà, il fallait que je les remette dans les bonnes boîtes, parce que sinon, après, je m'embrouille. Après, sur le terrain, je me dis, il y a quelqu'un qui m'a caché quelque chose. Voilà. Mais par exemple, si je veux obtenir alors bien sûr, on a toutes les couleurs. On a orange, on a jaune,
Et voilà, et puis alors après, ah oui, on a du jaune, vert, et des trucs comme ça. Donc on peut avoir tout l'arc-en-ciel si on veut en filtre. Et donc le principe d'un filtre de couleur, c'est que le filtre de couleur laisse passer la lumière de sa couleur et stoppe la couleur opposée. Voilà. Donc je vous ai fait cette jolie étoile de couleur. Donc on a les couleurs primaires rouge, vert et bleu, et on a les couleurs complémentaires jaune, magenta et cyan. Voilà. Donc si j'ai un ciel bleu, qui est trop lumineux, qui est trop bleu, et qui va me donner un gris trop clair en noir et blanc, eh ben, je vais utiliser un filtre jaune, et le filtre jaune va atténuer le bleu. Parce que le filtre jaune laissant passer du jaune, le seul moyen quand on a une lumière blanche de laisser passer du jaune, plus de jaune, c'est d'enlever du bleu. D'accord? Parce que la lumière blanche, elle a la même composante, elle a la même quantité de rouge, de vert et de bleu. D'accord? Et de jaune et de magenta et de cyan. Voilà. Donc si on veut faire passer du jaune, ben, on peut faire passer du jaune, mais le fait de faire passer du jaune ben, va faire diminuer notamment le bleu. Voilà. Si je photographie des choses avec de la verdure, des arbres, des choses comme ça, eh bien, je serais peut-être intéressé d'éclaircir mon vert. Et là, je vais mettre un filtre vert. Et le filtre vert va empêcher le magenta de passer. Donc, si j'ai des roses, alors le magenta, c'est une espèce de violet, hein, c'est du rouge et du bleu, hein, c'est du violet. Et ben voilà, si j'ai des fleurs violettes, roses, rouges ou bleues, eh bien le fait de mettre un filtre vert, ça va faire passer moins de rouge, moins de bleu, et donc moins de magenta. Et donc ainsi, comme ça, avec un choix raisonné, subtil et très artistique du filtre que je vais employer, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la densité d'une couleur de mon sujet, qui va me permettre d'avoir sur mon noir et blanc quelque chose de plus ou moins dense, et donc de le faire ressortir ou non mon sujet. Par exemple, si je photographie un visage avec un peu de coupe rose, avec un peu trop de rougeur, un peu trop avec les yeux injectés de sang, avec des hématomes, des choses comme ça, bah, je vais mettre un filtre rouge. Le filtre rouge va laisser passer le rouge des vaisseaux sanguins et des choses comme ça. Mais la peau blanche, ça va enlever toutes les autres composantes sauf le rouge. Et donc la peau blanche va devenir rouge aussi. Et donc rouge sur rouge, du coup ça va les mettre à la même quantité de lumière. Et donc du coup ça va atténuer l'influence de la rougeur dans le visage. Si je mets un filtre rouge sur un portrait, alors comme je fais très peu de portraits, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais on va voir les lèvres qui vont, entre guillemets, disparaître, et elles vont être moins denses. Par contre, si je mets un filtre cyan, par exemple, donc cyan c'est turquoise, bleu c'est bleu-vert, c'est turquoise, eh bien là au contraire, je suis à l'opposé du rouge. Là je coupe le rouge et donc on va avoir les lèvres noires, les lèvres très denses, pardon, les yeux injectés de sang, enfin voilà, tout ce qui est rouge va être beaucoup plus noir. Toutes les petites rougeurs de la peau, les petits boutons, les petits trucs comme ça va devenir noir. C'est pour ça que par exemple pour le portrait, eh bien, il y a beaucoup de gens qui utilisaient des films infrarouges parce qu'ils étaient plus sensibles dans le rouge. Alors, en film noir et blanc, il y a plusieurs... parce que dans les films noir et blanc, il y a des films... Il y a plusieurs types de films en fonction de leur sensibilité à la couleur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un film orthochromatique, si vous prenez un film qui est non chromatisé, il va être sensible qu'au bleu. Voilà. Au bleu et à l'ultraviolet. Donc ça, on s'en fout. Après, vous avez l'orthochromatique. Alors, l'orthochromatique, il est sensible un peu au bleu, un peu au jaune et au vert, ou choses comme ça. Voilà. Mais par exemple, un film orthochromatique, on peut le développer en lumière rouge, parce qu'il est complètement insensible à la lumière rouge. Après, vous avez le film panchromatique, qui est sensible, ça veut dire tout le spectre, panchromatique, ça veut dire tout le spectre,
toutes les couleurs. Donc il est sensible du bleu au rouge. Et puis vous avez les super panchromatiques qui sont un peu plus sensibles dans le rouge. Et puis après, vous avez les films infrarouges qui sont sensibles aussi dans l'infrarouge. Voilà. Et donc, du coup, quand on faisait du portrait, on avait le choix entre plusieurs films. Hein. On pouvait choisir de Lilford ou ortho, de l'AGFA 25 ortho, ou on pouvait prendre de l'AGFA Pan 25, ou de l'AGFA Pan 100, de l'AGFA Pan 400. Donc ça... Pan, c'est panchromatique, hein, donc, et puis quand on voulait des super panchromatiques, on prenait par exemple le Technical Pan 2415, qui est un film super panchromatique, alors de 25 ASA. Au jour d'aujourd'hui, on a tous les relais S, donc les films relais, donc vous avez, mais avec un S à la fin du truc, donc relais 80S, rétro 80S, relais rétro 400S, et ainsi de suite. Parce que le S, ça veut dire, parce que ce sont des films qui sont issus de la photo aérienne. Et les films issus de la photo aérienne, qui sont rembobinés, qui sont réemballés dans des formats amateurs, eh bien, ces films-là ont une sensibilité accrue dans le rouge. Ce ne sont pas tout à fait des films infrarouges, mais presque. Voilà. Et donc, parce que quand vous faites de la photo aérienne, eh bien, vous avez besoin de cette sensibilité-là. Voilà. Donc, ces filtres-là ne servent que, les filtres de couleur que j'ai présentés, ne servent que à la photo argentique et à ceux qui ont des Leica monochromes, grosso modo, ou les rares Kodak noir et blanc qu'a fabriqué Kodak il y a 20 ans. Ceci conclut la vidéo 35E sur les filtres. La vidéo suivante sera sur les sacs photos. Voilà. Pendant cela, soyez éco hein, pour essayer de comprendre, d'optimiser. Faites des images. Au revoir.